Bonsoir. En ce jour, donc qui est le 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes, nous avons le plaisir d'avoir à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine la deuxième soirée du cycle « La ville au prisme du genre », orchestrée avec Antonella Tufano. Si la première soirée portait sur l'échelle métropolitaine et urbaine, autour de la notion essentielle du care et de l'hospitalité pour tous, nous passons ce soir à l'échelle de l'habité. Il est évident que l'habité n'est pas genré, mais il est multiple. Nous sommes loin du modulor de Le Corbusier, une silhouette humaine, type et universelle, solitaire, et aussi loin de la famille dite type, avec ses plans de logement pour familles nucléaires. Comme nous l'a indiqué Pascal Lapalude lors de la première rencontre, il existe de nombreuses typologies de situations de famille d'aujourd'hui. D'après elle, aux États-Unis, ils en recensent plus d'une centaine. Comment concevoir ces multiples parcours de vie pour fabriquer de l'espace de vie à habiter et rabattre les cartes du logement, entre autres. Donc je remercie nos invités d'être ici ce soir, et en particulier certains membres de Comuna qui viennent loin de Bruxelles. Et je remercie l'association Ville, Architecture et Paysage qui nous a permis de les faire venir, et aussi d'avoir Clara Young qui capte en dessin notre soirée et qui participera à la suivante comme intervenante. Et aussi les autres invités qui seront présentés dans quelques secondes. Je remercie le public d'être ici ce soir, d'avoir choisi d'être avec nous pour fêter le 8 mars, parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'événements à Paris, en banlieue, pour commémorer cette journée importante. Et comme toujours, je dis coucou aux amis de Dakar et de Tunis, entre autres. Elles se reconnaîtront. Et je passe la parole à Antonella. Bonsoir, merci d'être là et merci effectivement à nos intervenants d'être avec nous. Alors peut-être très rapidement quelques mots. Donc dans la suite effectivement de la séance précédente, on poursuit cette exploration de la notion d'espace au croisement, effectivement au prisme de la question des genres, bien au pluriel, comme on l'a dit déjà lors de la dernière séance. En effet, plus particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est la fabrique des espaces qui, effectivement, regardent les genres à travers les enjeux politiques et économiques qui sont nécessaires à une transformation des pratiques. Car, comme nous l'avons vu lors de la dernière séance, il faut vraiment tous modifier nos manières de faire. Vraiment, c'est cette entrée pragmatique par l'espace qui nous intéresse. Alors, ce soir, il est question de habiter. Le terme habiter et non logement, même si cela se traduit par le logement, parce que effectivement, ça va bien au-delà simplement d'un espace conçu pour une fonction. Il faut le questionner, donne toute la complexité de l'espace de l'habiter qui n'est jamais neutre, mais qui est l'ensemble d'une multitude de nuances. Et les projets qui se fabriquent sont effectivement la traduction de toutes ces nuances et de ces parcours. Des parcours de vie, des parcours de travail, des choses extrêmement complexes. Donc pour en parler, on va écouter dans l'ordre Sabri Bendimerad. Te présente en un mot. Vraiment, le micro. Voilà. Ça marche ? Oui, je suis architecte et je suis enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville et membre du laboratoire Architecture Culture Société de l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, donc, les deux membres du collectif Comuna, Nola et Vincent. Bonsoir. Merci à Antonella pour l'invitation à cet événement. Moi, je m'appelle Nola, j'habite à Bruxelles, je travaille pour l'ASBL Comuna avec mon collègue Vincent et on crée et on coordonne des occupations temporaires à finalité sociale. Vincent. Du coup, j'ai déjà été commencé à être présenté par Nola. Donc, je m'appelle Vincent Leroy et je travaille comme coordinateur d'occupation temporaire à finalité sociale ciblée sur du logement.
Donc on détaillera avec plus de... Oui, absolument. Plus Là, tard, c'est plus simplement le projet pour sur vous aussi. présenter au lieu de le faire moi. Et on va terminer avec Christiunès. Voilà, je suis Christiunès, donc j'ai une formation en philosophie. Je travaille actuellement à l'école spéciale d'architecture sur toutes ces questions d'habitat, d'écologie. Et je travaille aussi pour le laboratoire GERFO, qui est un laboratoire sur l'interdiscipline entre philosophie et architecture urbaine. Merci. Et donc, on va effectivement poursuivre l'exploration de l'espace. Le logement et l'habité sont le catalyseur de différentes, on va dire, préoccupations, des choses qui nécessitent effectivement un regard justement qui n'a pas d'a priori et de préjugés. On l'a vu la dernière fois, par exemple, lorsqu'un maître d'ouvrage pense au logement, on pense au noyau familial classique. Et de ce fait, en effet, c'est toute la chaîne qui est déformée par une vision assez unique, alors qu'il y a une multitude, quelque part, de formes pour faire famille. Et je pense qu'on va le voir dans les cas, effectivement, où, par exemple, les femmes sont seules, où, effectivement, elles sont chefs de famille seules, avec la question, par exemple, de l'indépendance économique qu'on abordera dans une séance à la rentrée et qui est fondamentale car elle re-questionne tout le modèle économique. Souvent, les femmes ont peut-être pas des besoins particuliers en matière d'espace, mais sans doute des contraintes qui sont liées au fait qu'elles sont, on va dire, les productrices silencieuses de travail qui se fait entre la gestion domestique et puis leur propre travail. Et du coup, c'est vraiment cette manière invisible d'invisibiliser leur travail qui devrait rentrer, y compris dans la conception du logement. Et puis, il y a peut-être vraiment un dernier aspect qu'il serait intéressant peut-être de réfléchir ensemble, c'est le fait de changer la manière dans laquelle on associe justement les femmes, par exemple, avec leurs demandes particulières à la conception du logement. Et ça paraît vraiment une chose assez naturelle, mais en réalité, c'est assez rare. Et pour intégrer cette phase, ça veut dire modifier complètement le cadre normatif de la fabrique des projets. Donc, voilà, esquisser les questions rapidement, j'étais même trop longue, et on va écouter donc nos intervenants. Encore merci, et je serai redoutable car nous tenons à écouter les questions de ce public nombreux, et on vous remercie à nouveau comme il y a des personnes qui sont arrivées. Donc voilà, je serai redoutable dans les 20 minutes de temps de parole pour Sabri pour commencer. Merci. Merci Antonella et merci à vous de m'inviter. Moi je voulais présenter aujourd'hui un travail qui a été effectué entre 2017 et 2018 à la demande d'une ville du Grand Paris qui s'appelle Villiers-le-Bel. Et un jour j'ai été contacté par Maya Cazin qui s'occupait des grands projets de renouvellement urbain et qui m'explique que dans le cadre de ce qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir, la ville a soumissionné un appel d'offres et a proposé en tout cas de faire de construire une charte sur l'égalité et sur le logement. Alors j'ai été mobilisé par cette question. Il se trouve que j'avais travaillé dans une des équipes du Grand Paris et que par ce biais, j'avais accumulé un certain nombre de données. J'avais aussi effectué des visites, j'ai fait des enquêtes. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'habitat et du logement et finalement, ça m'a un peu facilité la tâche parce que les questions qui étaient abordées dans le Grand Paris, notamment dans l'atelier international du Grand Paris, se retrouvaient aussi à travers cette question sur l'égalité. L'égalité veut dire, en l'occurrence, l'égalité
qui est une valeur républicaine. Il y a l'égalité réelle et l'égalité comme idéal. Et les premières questions, c'était au fond de confronter cet idéal à la réalité. Voilà. Donc ce travail a commencé d'abord, alors je vais peut-être montrer quelques images, et puis vous m'arrêterez quand vous en aurez... Quand vous aurez quelques questions. Mais disons que ce travail a été mené aussi avec Jean Réville, Pascal Lapalu et Chris Blash, que vous avez invités. Et sans elles, je crois que bon, voilà, ça aurait été très difficile parce qu'elles ont une expertise sur ce domaine, particulièrement sur la ville. Donc, en fait, l'idée, c'était de travailler sur les espaces publics, et notamment, et ça, c'était la partie assumée par Jean Réville, et moi, je m'occupais plutôt du logement. Vous voyez comment on a commencé à casser les stéréotypes habituels, qui sont que les hommes s'occupent plutôt de l'urbanisme et les femmes plutôt de l'architecture ou des intérieurs. Voilà, donc... alors, première question, c'était de faire comment faire remonter un état des lieux d'une inadaptation, pour le dire rapidement, entre la demande et le logement tel qu'il est conçu aujourd'hui. Alors, bon, ce sont des verbatims, si vous voulez, qui sont issus d'enquêtes qu'on a effectuées dans le Grand Paris et qui montrent qu'effectivement, il y a une demande voilà, d'autonomie dans la chambre, dans le logement plus exactement. Bon, il y a ce sont des extraits en fait de verbatim d'enquête qui expriment finalement les besoins que les uns et les autres, les unes et les autres peuvent ressentir. Bon, je vais passer assez rapidement parce que voilà, ce sont des choses assez simples, mais qui font défaut aujourd'hui dans la conception du logement. Et on s'aperçoit qu'il y a une espèce de divorce entre, finalement, ce logement qui est majoritairement construit, vous allez voir un petit peu, vous le connaissez, mais plutôt sur l'idée qu'on a une famille classique. Voilà. Alors, l'autre constat, c'était... Ça, ce sont des planches qui sont issues d'ailleurs de l'enquête qu'on avait fait pour le Grand Paris, qui montrent bien le pourcentage de familles monoparentales, de mères monoparentales. C'est un fait métropolitain qui est documenté et qui montre aussi qu'il y a une grande différence entre les familles monoparentales avec des pères et avec des mères. Vous voyez que c'est quand même un petit peu problématique. Alors, je ne vais pas revenir sur la question économique parce que je crois qu'elle a déjà été abordée, l'inégalité d'accès, la question du pouvoir économique qui est évidemment centrale dans cette idée. Mais voilà, donc l'autre chose, c'est de faire le constat en fait de ce qui est produit dans le standard actuel. Alors, ce sont quelques exemples qui montrent que, si vous voulez, majoritairement, vous savez que la taille moyenne des logements n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans. On est à peu près à 65 mètres carrés. Et dans le Grand Paris, ça a plutôt régressé, comme le montre la dernière enquête d'Idéal. Et majoritairement, les logements sont construits sur cette division jour-nuit qui pose beaucoup de problèmes d'intimité, de fonctionnement. Et donc cette distribution qui est héritée finalement des standards des années 50 n'a jamais été véritablement remise en cause et continue à être la matrice principale de la conception et de la production du logement. Voilà, donc jour-nuit, ça veut dire qu'effectivement, la plupart du temps, on a un séjour avec une cuisine dedans, puisque les cuisines ont tendance à disparaître, qu'on a un logement qui est plutôt mono-orienté, et que toutes les chambres sont regroupées du même côté avec une salle de bain et des toilettes qui sont séparées quand on a de la chance, parce qu'aujourd'hui, avec les lois PMR, et pour gagner de l'argent, beaucoup de promoteurs demandent aux architectes de faire l'économie de cette place qui est essentielle. Et voilà, donc on retrouve des choses qui avaient été, qu'on croyait
oubliés, mais qui reviennent et qui font finalement l'économie de tous les espaces de transition, ce qui fait qu'au fond, on a un logement qui est assez inadapté finalement à la demande d'intimité des habitants et des habitantes, évidemment. Alors, quand on parle de famille monoparentale, en fait, on fait le constat que souvent les mères, notamment dans cette situation, font le sacrifice en fait de leur chambre. Et donc une des premières choses, c'était de travailler sur cette chambre. C'était de se dire, au fond, il n'y a pas de fatalité. On doit travailler sur une offre de logement qui permet d'intégrer, alors à des coûts qui sont raisonnables, une chambre qui puisse être activée de manière hebdomadaire. Alors, ça veut dire travailler sur la flexibilité du logement, sur l'évolutivité, évidemment, et sur une offre de logement intermédiaire qui réponde précisément à cette demande. Donc, c'est un peu une fois qu'on a fait le constat, je passe un peu rapidement, parce qu'il y a eu tout un tas d'étapes de pédagogie aussi pour essayer de montrer comment les choses se font actuellement. On avait même évoqué l'idée de travailler sur le chantier, mais bon, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais en tout cas, 4 axes de réflexion ont émergé. D'abord, la question de l'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir d'avoir le pouvoir d'être chez soi. La question de la flexibilité du logement, c'est-à-dire des logements qui soient capables d'accueillir de manière temporaire des enfants qui sont en garde alternée. Ça, c'est très important. Évidemment, on rentre dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, on va dire. Et puis, la question de la mutualisation, voilà, le fait de mettre en commun un certain nombre de services, d'espaces. Et puis, la dernière chose, c'est la question de la visibilité, qui est une demande assez récurrente de la part des habitants, avoir le contrôle visuel, mais sans être importuné, c'est-à-dire avoir cette disposition qui est un peu difficile à mettre en place dans le logement, qui est comment à la fois ouvrir le logement, mais en même temps garantir l'intimité. C'est un peu difficile à faire, mais bon, voilà, ce sont des injonctions paradoxales, on va dire. Voilà. Alors, quelques exemples de la pièce au logement. D'abord, cette question de la pièce et de la chambre, comment est-ce qu'on peut lui donner plus d'autonomie? Comment est-ce qu'on peut l'imaginer dans des situations où, finalement, elle peut être presque dissociée? Comment est-ce qu'on peut, au fond, bien contredire cette organisation binaire dont je parlais, c'est-à-dire ce jour-nuit implacable, qui fait qu'effectivement, aucune intimité n'est possible, puisque alors ça commence déjà par trouver des situations où les chambres ne sont pas contiguës, puis on monte en complexité, et on peut aussi imaginer aussi effectivement des chambres qui soient dissociées du logement ou qui soient partagées entre deux logements. Voilà. Donc ce sont des dispositifs qui étaient là plus pour illustrer des manières de donner cette autonomie à la pièce. Voilà. Alors, pardon, je reviens en arrière, ça ne va pas du tout. Voilà. Alors, l'autre principe qu'on s'était donné, c'était de ne pas travailler avec des surfaces extravagantes, même si on serait tenté de le faire, mais d'essayer de répondre dans le standard des surfaces qui sont proposées aujourd'hui dans la production du logement, et plutôt de travailler sur les dispositifs, sur la distribution. Voilà. Alors, on a travaillé. Ce sont des propositions qui sont faites sur les studios, sur les 3 pièces, sur les 2 pièces, sur les des possibilités aussi de faire dans des 2 pièces, des 3 pièces. Alors ça peut être différentes choses. Voilà, ça c'est la version standard, à partir de laquelle on a travaillé.
Et vous voyez que, par exemple, ne serait-ce que quand on commence à dissocier les deux chambres, on commence à gagner en autonomie, hein, forcément. Ça veut dire qu'il faut placer le séjour un petit peu différemment, que la cuisine n'est pas enclavée dans le séjour. Voilà, ça demande simplement à repenser le logement d'une autre manière. Voilà quelques exemples qui montrent. Excusez-moi, c'est pas facile de commenter comme ça, mais vous avez compris qu'en fait, ça peut être aussi travaillé sur des pièces qui ont des surfaces équivalentes. C'est pas une recette, c'est plutôt un guide des bonnes pratiques, si vous voulez, pour des architectes et pour aussi les accompagner et leur donner des outils pour pouvoir répondre à cette conception du logement qu'on souhaiterait renouveler et qu'on souhaiterait précisément mieux répondre à la question de l'égalité. Voilà. Donc c'est aussi activer les prolongements extérieurs qui permettent aussi de donner beaucoup d'autonomie aux pièces. En fait, voilà, c'est un travail sur le logement, sur l'intérieur, sur la pièce. Vous voyez, ce sont des logements qui sont assez compacts, qui sont pas. Il ne s'agit pas de faire des lofts, parce qu'évidemment, quand on a des grandes surfaces, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais c'est encore une fois pour répondre à cette question économique, c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse s'adresser à des gens qui sont solvables aussi, qui peuvent se payer ces logements, qui peuvent les chauffer, qui peuvent payer leur loyer tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce parti, si vous voulez, de travailler sur des surfaces qui sont moyennes, mais plutôt en re-questionnant la distribution. Voilà, ce sont vous voyez, par exemple, mettre simplement une chambre près de l'entrée, ça donne de l'autonomie. C'est des choses qui sont pas très difficiles à faire et dont on se demande pourquoi elles sont absentes des plans qui sont souvent produits. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, par exemple, celui-là, il y a une chambre qui est à part. Ne pas partager le mur de sa chambre avec un autre. Oui, ça c'est important. C'est les questions d'intimité, elles sont là en fait. Hein. C'est intercaler une pièce, ça permet de donner de l'autonomie aux membres du groupe domestique. Voilà. Donc si vous voulez, moi j'ai pris la question comme ça. Je me suis dit finalement. Sur le genre et sur l'égalité, c'est surtout comme ça que je peux aborder et que je peux amener des réponses. Voilà. Alors, vous voyez, ne pas partager le mur de sa chambre avec une autre, effectivement, ça revient assez souvent. Et ce sont des exemples qui peuvent servir de guide. Alors. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé plutôt à l'immeuble. Je vais arrêter peut-être si j'ai épuisé les 20 minutes, je ne sais pas. C'était de travailler en fait à l'échelle du bâtiment sur la question de la visibilité et sur la question de la mutualisation, évidemment, c'est-à-dire d'ouvrir le champ des possibles. On nous a donné un terrain qui servait, on a produit une esquisse et sur lequel on a imaginé 34 logements avec des parkings très ouverts qui permettent d'avoir des vues depuis l'intérieur du parking vers l'extérieur, de traiter par l'infrastructure, de traiter évidemment la mixité dans le bâtiment et surtout les équipements. En fait, ce sont des solutions qui renvoient beaucoup à l'immeuble équipé. La possibilité de partager une cuisine, de partager le toit de l'immeuble pour en faire une buanderie commune, voilà, toutes ces questions-là, elles ont été explorées et c'est vrai que l'idée c'était d'aller encore plus loin et de passer à la phase opérationnelle. Alors, ce que je vous montre là fait partie aujourd'hui d'un document qui a été produit pour l'Agence nationale de rénovation urbaine
et qui comporte 2 volets. Un volet urbain qui a été rédigé donc par Jean Réville et la partie logement, c'est plutôt moi qui l'ai faite, mais on a travaillé de concert. Voilà. Donc, alors, je peux juste vous dire un mot sur les réactions, parce que j'ai eu beaucoup de réactions sur l'habitat égalitaire, puisque c'était le terme en fait de ce programme. Et les réactions ont été, je vous les résume, comment se fait-il que vous parliez d'égalité? Ça existe déjà. L'égalité, elle est là. En fait, j'ai eu 2 types de réactions par rapport à ça. Ceux qui disaient, oui, mais finalement, c'est pas si vrai que ça. Il y a une égalité, il y a un idéal d'égalité, mais bon, dans la réalité, c'est pas si simple. Et puis ceux qui considèrent qu'au fond, il n'y a peut-être pas besoin de faire tout ça pour y arriver, et qu'au fond, le logement non spécifié, parce que bon, il y a quand même l'idée que quand on fait du logement social, notamment, on ne s'adresse ni à un genre en particulier, ni à une communauté. Donc tout ça doit rester dans une espèce de flou qui fait qu'on arrive bon gré mal gré à répondre à une demande sociale. Voilà. Donc ça m'a interpellé quand même le fait que les gens sont quand même intéressés et que finalement ça oblige à discuter et à expliquer, en fait. Quelque chose qui ne va pas de soi, qui n'est pas si évident. Et je parle d'une réaction qui concerne les hommes ou les femmes. Voilà. Et donc on a bien là en face une espèce de challenge aussi, je pense, pour que ces questions-là deviennent banales finalement. Voilà. Merci beaucoup. En plus, parfaitement tenu. Tant mieux, parce que je pensais qu'avec mes 40 diapos, j'y arriverais pas, mais bon. Si, non, mais merci. Donc, merci pour l'ensemble. Effectivement, toute la présentation qui met vraiment en évidence, tu l'as dit, et c'est important, les injonctions paradoxales face auxquelles on est dans ce type de projet, parce qu'il y a d'une part le besoin de l'intimité, effectivement, et de l'autonomie, d'autre part la flexibilité qui invite plutôt à des formes de partage. Et donc ça, déjà, c'est difficile à penser pour l'architecte, mais pour le maître d'ouvrage qui doit l'intégrer à sa demande, c'est effectivement un enjeu de taille. Donc, voilà, merci. Il y aura... Donc, normalement, on enchaîne les 3 interventions et ensuite, on laisse l'espace et le temps aux questions. Donc, on change de situation avec Comuna. Et voilà, et je vous laisse la parole. Merci Antonella. Donc je vais commencer, comme on est deux à représenter Comuna aujourd'hui avec ma collègue Nola. Je vais plus présenter l'association en général et plus lui laisser présenter le projet Sorocité dont on va parler aujourd'hui. Donc Comuna, c'est une association sans but lucratif, donc ce qu'on appelle ASBL en Belgique, qui est née en 2013 à Bruxelles. Et en fait, l'essence du travail de Comuna, c'est de chercher des bâtiments qui sont vides et qui sont inutilisés dans la région bruxelloise, d'entrer en contact avec les propriétaires. Si le bâtiment se prête à une occupation temporaire, de faire les travaux de mise aux normes niveau sécurité et niveau salubrité. Ensuite, de mettre cet espace à disposition de communautés d'occupants. Donc il y a deux grands axes à ce niveau-là chez Comuna. Le premier, c'est l'axe culturel, donc c'est mettre ces espaces à disposition de collectifs qui veulent développer des activités culturelles, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour pouvoir avoir accès au marché locatif privé. Et le deuxième axe sur lequel on est plus actif avec ma collègue Nola, surtout sur le projet Sorocité, c'est l'axe logement. Donc c'est utiliser ces espaces vides pour en créer des espaces de logement. Et voilà, tout au long de l'occupation, après, notre rôle, c'est aussi de coordonner l'occupation temporaire, de faciliter son intégration dans le quartier, de faciliter son autogestion. Et au terme de cette occupation,
un des gros enjeux pour nous, c'est justement d'entrer dans cette dynamique d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire de profiter de toute cette durée d'occupation pour prendre le plus d'informations possible sur le quartier, sur les besoins des personnes de ce quartier, quel que soit leur genre ou leur niveau économique, et ensuite, à la fin de l'occupation, donc selon les projets entre 2 et 5 ans en général, pouvoir livrer aux propriétaires ou à la maîtrise d'ouvrage au minimum un carnet de recommandations pour prendre en compte ces besoins qui ont été identifiés pendant la phase d'occupation temporaire, et au mieux de vraiment s'inscrire dans la maîtrise d'ouvrage et de pouvoir rassembler aussi les habitantes du projet et du quartier dans ces prises de décision. Et je dirais que cette activité-là, ce cœur de métier de Comuna, il part d'un constat assez simple, qui est le fait que dans la région bruxelloise, donc pas uniquement dans la commune, mais dans la région donc, qui est constituée de la commune de Bruxelles et de 18 autres communes, il y a en ce moment environ 6500 km² de planchers qui sont totalement vides, inoccupés et inutilisés. Et dans ce même temps, selon le dernier recensement de Bruxelles, donc, qui est l'observatoire du sans-abrisme dans la région bruxelloise, on a environ 5300 personnes qui soit sont sans logement, soit sont dans un logement qui est considéré inadéquat, parce qu'il est plus du tout aux normes, et qui peut être effectivement même dangereux pour certains cas en termes d'accès. Et donc voilà, c'est la contradiction de base, donc le fait qu'il y ait tant d'espaces inoccupés et à la fois tant de personnes qui ont des grandes difficultés à accéder à un logement, que Comuna essaie de régler au quotidien par sa pratique. Et donc au niveau du logement, on fait tant des projets. Actuellement, on a environ entre 45 et 50 personnes en logement dans nos lieux. On a 7 ou 8 occupations, il me semble, d'ouvertes en ce moment. Je crois que c'est ça, une petite dizaine. Et donc on a tant certains projets de logement qui sont en mixité de genre, et tant certains qui sont spécifiquement dédiés aux femmes, tel que le projet Sorocité, et que Nola vous présentera. Et à la limite, une dernière chose que je pourrais ajouter là-dessus, c'est que oui, on voit donc la comparaison de ces chiffres entre ces 5300 personnes qui sont soit sans logement, soit dans un logement inadéquat, et ces 6,5 millions de mètres carrés de planchers inoccupés. On a, voilà, en occupant ne serait-ce qu'entre 15 et 20% des surfaces inoccupées, on aurait assez de surface pour offrir un logement digne à toutes les personnes qui sont actuellement en rue. Donc ça peut sembler comme une opportunité fantastique pour régler la crise du logement, mais c'est quelque chose qu'on essaie une chose sur laquelle on essaie d'être très, très clair, c'est que l'occupation temporaire n'est pas la solution à la crise du logement, et qu'il y a toujours ce risque d'avoir notre travail instrumentalisé par le politique pour justifier un désengagement dans la construction et la rénovation de logements sociaux. Et pour nous, c'est très très important de garder cette narrative, que c'est une solution extrêmement, extrêmement efficace et qui permet de revoir la façon de faire la ville en expérimentant, mais que ça n'est pas la solution à la crise du logement. On ne pourra pas la trouver là-dedans, même si on peut trouver des pistes de solutions dedans. Je vais passer la parole à ma collègue Nola qui va vous présenter le projet Sorocité. Merci Vincent. Alors, qu'est-ce que Sorocité ? C'est un projet d'occupation temporaire à finalité sociale qui est dédié principalement au logement. Donc, c'est un projet un petit peu atypique dans Comuna parce que généralement, on mise plus sur une mixité des usages. C'est destiné au logement de femmes qui étaient en situation de rue et qui font partie d'un programme Housing First. Donc, ce programme, qu'on appelle aussi Logement d'abord, c'est un concept qui vient des États-Unis, et dont le postulat est qu'en fait, le logement est un droit fondamental et c'est une condition sine qua non au rétablissement d'une personne et au bien-être d'une personne. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, les méthodes classiques de prévention du sans-abrisme, c'est d'abord d'instaurer un suivi psychomédico-social avant de pouvoir prétendre à un logement stable. Et donc le concept Housing First pratique l'inverse. Et ça a des résultats excellents.
Et donc, on occupe temporairement en fait des unités de logement qui étaient vides dans un énorme parc de logements sociaux. Et en fait, ces 3 blocs qui sont destinés à destruction pour une durée de 4 ans, donc ça va pour du temporaire, on est sur du long, et dont le projet final en fait est assez similaire à ce que vous décrivez dans vos diapos, où ils vont construire 2 fois plus grand, un espace qui est dédié à des personnes âgées et avec une grande partie de mutualisation des services. Et donc on part sur 4 ans de vacances, une vacance qui est progressive en fait. Donc actuellement on a 18 logements en gestion, mais au terme des 4 ans on pourra arriver jusqu'à 30 ou 40 logements. Et sur ces 18 logements, il y a 16 qui sont occupés actuellement par ces femmes. 2 ont été réhabilités par Comuna, un qui est notre bureau et notre permanence, et un autre, très récemment, ça fait 1 mois et demi qu'on a ouvert, qui est un local socio-communautaire. Dans ce local socio-communautaire, on a un aspect d'alimentation avec un frigo solidaire, un espace plus café de sociabilisation qui est aussi dédié à faire des activités diverses, et un espace de laverie, de buanderie, qu'on coordonne avec une autre ASBL qui s'appelle Plouf. Et pour vous parler un petit peu plus du Public Housing First, en fait, c'est assez restrictif. Il faut avoir plusieurs conditions pour faire partie du programme. Il faut avoir un passé en rue, il faut avoir des addictions et il faut avoir un handicap physique ou mental. Et c'est le cumul de ces 3 conditions qui va faire que vous pouvez rentrer dans ce programme. Donc oui, c'est assez restrictif et je pense que c'est voulu. J'ai l'impression que c'est un peu la discrimination positive du sans-abrisme, parce qu'en fait, si ce programme n'existe pas, les personnes qui sont les plus éloignées de la société ne sont pas sorties de rue. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Comment vous avez monté le programme ? Comment ça s'est monté ? En fait, ce n'est pas le premier projet de combinaison entre l'occupation temporaire à finalité sociale et les pratiques Housing First. On avait fait un autre projet qui s'appelle Binôme, avec une autre société immobilière de services publics. Et c'est via ce projet que cette autre société immobilière de services publics, qui s'appelle Evercity, qui, il y a 1 an et demi, est rentrée en contact avec nous, parce qu'ils faisaient face à cet espace de vacances, qu'ils avaient vécu énormément de squats sauvages et qu'ils avaient envie de lancer un projet à visée sociale. Et donc les pourparlers ont commencé à s'installer. Et puis la crise Covid a éclaté avec toutes les personnes qui étaient à la rue, qui ont été transitées dans des hôtels. Et à ce moment-là, en fait, la région bruxelloise a débloqué énormément d'argent pour pouvoir replacer ces personnes de manière durable et éviter qu'elles ne retournent à la rue. Et donc, il y a le pouvoir subsidiant est apparu, donc, qui est la COCOM. Et donc, à cette tripartite, il manquait juste les partenaires sociaux, ce à quoi ils ont répondu à un appel d'offres. Et en fait, ce sont les 4 partenaires sociaux qui font du Housing First. Il y a un 5e maintenant, tout récent, dans le paysage bruxellois, qui ont répondu. Et donc là, on se retrouve avec une structure de projet assez complexe. Parce qu'en plus de la COCOM, il y a Bruxelles, donc comme le décrivait Vincent, qui est mandaté par celle-ci pour suivre et monitorer le projet. Donc la région a lancé énormément de projets de relogement, que ce soit dans du temporaire comme du non-temporaire, et suit, monitore et essaye d'en tirer les best practices. Voilà comment ça s'est lancé. Ça fait 1 an maintenant, donc on a commencé, les premières mises en logement étaient en avril 2021. Et on n'a pas fait tout d'un coup, bien sûr, donc ça s'est étalé sur 3 mois. En fait, on est dans une structure un petit peu atypique aussi, parce que, comme je vous disais, c'est une vacance qui n'est pas 100% complète et qui est amenée à augmenter. Et donc, en fait, notre public de femmes cohabite avec des locataires sociaux, et en l'occurrence plutôt des locataires sociales, des femmes qui sont majoritairement très âgées.
Et donc, au niveau de la dynamique, oui, c'est deux publics très, très différents. Et donc, l'intégration du projet, l'acceptation aussi du projet de la part du quartier a été très compliquée. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire plus? Vous faites de l'accompagnement social en même temps de ces femmes qui habitent Non, donc on ne fait pas l'accompagnement social. Donc dans le projet, Comuna a 3 casquettes. Donc déjà la réhabilitation des lieux. Donc on a fait les travaux de remise en norme, de peinture, de conformité électrique. On a aussi fait le travail d'ameublement des logements. Et puis on a tout ce qui est de la gestion locative. Donc Eversty nous a transféré une partie des responsabilités d'un bailleur social. La deuxième casquette, c'est, comme je vous disais, l'intégration du projet dans le quartier. Et la troisième casquette, c'est le lancement d'une dynamique socio-communautaire. Et donc non, nous n'avons pas des compétences psychomédico-sociales. Ce suivi est effectué en fait par les 4 partenaires Housing First bruxellois et eux mis sur un suivi mobile. Donc en fait, Comuna, on est les seuls à être sur place. On est présent 2 fois par semaine et donc via nos permanences. La dynamique socio-communautaire. Oui, socio-communautaire. Oui. Je vais laisser mon collègue Vincent vous expliquer. Voilà. Oui, c'est un peu une des composantes essentielles des projets de logement en général à Comuna, c'est qu'on essaie toujours de privilégier une mixité des usages, de ne pas faire uniquement de l'habiter, mais aussi de proposer d'autres fonctions sur place. Et parce qu'on se rend compte que c'est ça qui permet vraiment la création de liens sociaux dans les ensembles de logements. Donc c'est autour d'activités comme ça, et comme décrivait Nola, là on est dans un quartier très spécifique, donc c'est une zone de logement social qui est réservée aux plus de 65 ans, donc qui est en grande majorité donc des femmes seules, donc en général pour beaucoup veuves, et nous, notre public qui est bien plus jeune, et donc qui cumule plusieurs années passées en rue, des problèmes d'assuétude et des problèmes de santé psychique. Donc je dirais que c'est le plus gros défi du projet, c'est justement d'insuffler une dynamique socio-communautaire. Et là où justement, là où ça rejoint la question du genre, c'est que c'était pas un choix de base de s'orienter vers un public exclusivement féminin. C'est plus une contrainte, enfin, dans un sens mathématique du terme, qui a été posée par le bailleur social, parce qu'il prévoyait que l'arrivée justement de ce public potentiellement très compliqué à gérer dans le quartier serait plus facilement acceptée par le voisinage, donc principalement de vieilles dames, et que ça créerait plus de possibilités de convergence d'intérêts, de convergence de besoins aussi, et donc par conséquence de création de solidarité entre les nouvelles et les anciennes habitantes. Et chose qu'on voit depuis le début du projet, tant dans cette dynamique socio-communautaire qu'on essaie de lancer, donc au début autour d'une laverie sociale, d'un frigo solidaire et d'autres activités comme expliquait Nola, et aussi de façon très, très, très informelle, de nouvelles habitantes qui rencontrent les anciennes du projet, et voilà, qui se mettent à s'échanger des cours de cuisine contre des cours de français ou tout type de services. Et donc voilà, il y a cette dynamique socio-communautaire qu'on essaie de lancer, vraiment en se basant sur les besoins des nouvelles et des anciennes habitantes du site. Et il y a en parallèle tous ces réseaux informels d'entraide et de soutien qui se créent entre ces nouvelles habitantes et les anciennes. Et la combinaison de ces deux aspects qu'ajoute la sociabilité dans le logement, qui permet vraiment d'offrir plus qu'un toit à ces personnes qui sortent de rue, et vraiment de donner des clés pour pouvoir s'émanciper aussi niveau culturel et aussi niveau économique. Ces modes de solidarité qui s'opèrent entre nouvelles et anciennes habitantes. Et je voudrais aussi juste compléter que notre objectif dans le lancement d'une dynamique socio-communautaire, il est triple. En fait, on a réalisé aussi, de par notre année
maintenant de recul et d'expérience sur le terrain, qu'on arrivait dans un tissu associatif qui était en fait assez étendu. Et il y avait déjà l'existence de beaucoup d'associations et de projets locaux. Donc il y avait déjà ce challenge de l'ancrage local et de pouvoir aussi faire le relais de nos nouvelles habitantes vers les activités qui existent déjà. Il s'agissait aussi de ne pas réinventer l'eau chaude. Deuxièmement aussi, on voulait, et ça c'est quelque chose qui est toujours en cours de développement, proposer des activités qui sont vraiment spécifiques à leurs besoins à elles, que ce soit dans l'autonomie, dans les compétences en termes de maintenance d'un logement, ou simplement de se sentir bien dans leur peau. Et le troisième objectif, c'était en fait de créer une plus-value dans le quartier, parce qu'évidemment, on n'a pas été accueillis sous les chapeaux de roue. Et c'est comme ça en fait qu'on est arrivé avec cette laverie, parce qu'on a remarqué que dans les 3 blocs qu'on occupait partiellement, en fait, personne n'avait de machine à laver. Et que la laverie n'était pas super proche, et que même les locataires sociaux ont aussi des handicaps physiques et sont assez âgés. Et donc on a directement identifié ce besoin d'hygiène et de laver ses vêtements comme un besoin essentiel et qui est commun aux 2 publics. Et ça, c'est vraiment pour nous que ça a été un tournant majeur, parce qu'on est passé de querelles de voisinage à on se rencontre, on boit un café ensemble et simplement on attend que la machine tourne ensemble. Donc voilà, mine de rien, c'est bête et simple quand on y pense, mais pour nous, ça a vraiment été un tournant majeur. Merci. Pour le moment, si vous voulez, on s'arrête là et puis on en reprend. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, j'en ai moi-même. Et puis, c'est vraiment, comment dire, extrêmement intéressant de dire que quelque part, cette chose qui est liée à l'hygiène et à l'intimité, finalement, ça se partage. Ça devient aussi quelque chose qui est lié au partage d'activités. Et le terme là de dynamique socio-communautaire, comment il est développé, c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, merci beaucoup. Donc on enchaîne. Et on conclut avec les présentations. Donc, quelques mots donc, justement sur cette question, parce que en fait, cette question de l'habitat au prisme du genre, elle est extrêmement difficile, en fait, parce qu'elle nous renvoie à un chantier en pleine effervescence. On le voit très bien dans le travail, parce que ça combine à la fois le fait qu'on re-questionne comment est-ce qu'on fabrique l'habitat et comment est-ce qu'on pense le dedans de l'habitat, et comment est-ce qu'on peut imaginer d'autres façons de faire qui seraient beaucoup plus appropriées pour une qualité de vie pour tout le monde, en fait, depuis les plus démunis jusqu'à ceux qui ont des moyens. Donc je trouve que c'était vraiment frappant de voir à quel point justement ce qui était recherché, c'est voir qu'on peut faire autrement, qu'on n'est pas obligé d'avoir simplement ce fameux modèle, effectivement, cette typologie qui est quand même tout très très dominante, qui est finalement d'imaginer un couple avec des enfants. Donc on a beau dire que ça n'est plus d'actualité, ça reste quand même encore extrêmement comme jour-nuit des modèles d'une grande puissance. Alors en travaillant pour cette rencontre, moi j'ai eu un peu envie de me dire, au fond, qu'est-ce qui est très différent maintenant par rapport aux premières luttes qui ont pu être menées par rapport à la question des genres, en fait, et en particulier des femmes, parce que c'est quand même une question qui est une question majeure, et d'une certaine manière, il m'a semblé que ce qui se passe à l'intérieur du logement est très, très important. C'est-à-dire que s'intéresser au dedans, à l'espace que l'on a, aux marges de manœuvre que l'on a, c'est extrêmement important, mais c'est aussi extrêmement important, et c'était une grande pensée je pense, dans l'écosophie de Guattari, c'est que la façon dont on se représente les choses, le mental, l'idéal, c'est-à-dire imaginer que c'est comme ça que ça doit être, c'est déterminant. Et je pense que les grandes batailles, elles se posent vraiment quand même beaucoup au niveau des réalités concrètes, mais aussi des idées, de la façon de se représenter les choses. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, dans peu de temps, sur quoi est-ce que j'aimerais un peu insister. Alors, tout d'abord, c'est un constat.
C'est un constat, c'est qu'actuellement tous les indicateurs, toutes les statistiques, c'était déjà très présent dans la première rencontre que vous avez faite, c'est que les rapports de genre à l'intérieur du logement restent fortement marqués. Elles restent fortement marquées par des assignations de rôles, des inégalités entre hommes et femmes, et en particulier autour de la répartition des tâches domestiques. Alors c'est vrai que tout ce qui va permettre de penser de nouvelles répartitions pour donner un espace à quelqu'un, à une femme, parce que la plupart du temps, comme ça vient d'être rappelé, c'est peut-être la femme qui finalement va laisser tomber son propre espace quand il y en a vraiment besoin. Mais c'est quand même frappant de voir à quel point les choses restent valables et comment les femmes aujourd'hui qui sont en charge de famille sont en train de parler de l'énorme charge mentale qu'elles ont finalement, parce qu'elles vont être finalement, objectivement, quelle que soit la classe sociale, beaucoup plus chargées que les hommes. Donc finalement, malgré de fortes évolutions en Europe, et notamment en France, on voit que les attributions en termes de rôle, que les normes implicites et explicites, que les valeurs, les responsabilités, elles sont vraiment distribuées suivant les sexes et elles perpétuent le partage des espaces entre la sphère privée qui est dédiée aux femmes, alors que la sphère finalement du dehors est davantage pour les hommes. C'est un état de fait, toutes les statistiques le montrent, et c'est vraiment frappant. Donc on se retrouve presque un peu comme dans la Grèce antique, hein, où Hestia, la déesse du foyer féminine, et Hermès, le dehors. Donc c'est lui le dieu du dehors et des fréquentations, des communications. Donc ça, c'est vraiment frappant de se dire ça. Alors je me disais que justement, parce que moi j'ai été, quand jeune, j'ai beaucoup lu Simone de Beauvoir. C'est vrai que l'ouvrage Le deuxième sexe a été un ouvrage extrêmement important. Et je trouve qu'il est très intéressant de voir à quel point aujourd'hui, ce qu'a pu écrire Simone de Beauvoir, finalement, dans à peu près 1000 pages, qui était une étude théorique sur des données très objectivables, quelque part, dans la façon de se comporter, qu'elle a repris dans une interview qui fait fureur sur les médias, qui est magnifique, et que je fais connaître chaque fois que je peux. Cette interview de 74, qu'on voit finalement en 75, où elle rappelle qu'on ne naît pas femme, mais on le devient, et elle met en évidence à quel point, finalement, les rôles sont fabriqués par une éducation qui reste. Donc c'est très important d'en reparler, parce que je me disais, mais finalement, je trouve que la discussion peut être intéressante. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre les années 75 et les années 2020 ? C'est-à-dire, ça fait quand même presque 50 ans. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Puisque les statistiques montrent que finalement, les femmes, et ça a été rappelé aussi dans le premier débat, peut-être que entre la pause de midi, on va faire des courses. Bref, il y a toujours, on est toujours au travail. Donc là, ça c'est quand même quelque chose de très important. Alors, ce que je veux pas oublier, je vais regarder un peu mes notes, parce que je trouve que ce qui est très très important, c'est que Simone de Beauvoir, dans cette interview d'il y a une 50aine d'années, elle dit que tout se joue au niveau du travail domestique. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau du quotidien, dans l'entretien de ce qui fait tenir la maison, que ce soit une maison ou un appartement, c'est essentiel pour faire tenir finalement la famille. Donc évidemment, c'est du soin, c'est ce soin-là. Et comme elle met en évidence, et elle dit que actuellement, comme elle le disait, que pour elle, dans toutes les classes sociales, souvent dans les classes aisées, on va déléguer à du personnel pour faire ce travail, mais qu'il y a vraiment un travail à mener, une révolution, elle parle de révolution à mener à propos des tâches domestiques. Je trouve que c'est vraiment très, très important. Parce qu'on voit bien dans tout ce travail sur l'habitat, on va retravailler sur quel espace on va donner, qu'est-ce qui va être plus approprié à nos modes de vie, mais en même temps, tout ce qui va toucher la façon dont on va pouvoir facilement l'entretenir, c'est très, très important aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir ranger, entretenir les choses, parce que c'est ce qui finalement accable de travail, je pense, ceux qui en sont en charge. Donc je trouve que lorsque Simone de Beauvoir, il y a à peu près 50 ans, elle dit la révolution, elle est domestique, et il faut qu'il y ait un partage
finalement du travail entre les hommes et les femmes. Ça me paraît être quelque chose qui était vraiment extrêmement important et qui est toujours d'actualité, qui est vraiment... Alors ça, c'était le premier point sur le constat. Le constat, 50 ans après, finalement, ça reste quand même une bataille autour des tâches domestiques. Le deuxième, c'est la question des luttes. Parce que cette question des luttes pour l'égalité, mais les luttes pour la sororité, la fraternité, les luttes finalement pour cette multitude des genres, en fait, qui se met en place quelque part, et ce déplacement des rôles, il est essentiel. Alors, je trouve que c'est très intéressant, et j'ai eu l'occasion de lire un article dans Métropolitique sur justement ce qui s'était passé à Berlin dans ce fameux Liebig 34, qui est donc dans la Liebigstrasse à Berlin, et où en fait... des années 80 en 2020, jusqu'à ce qu'en octobre 2020, finalement, cet immeuble, ce 4 étages a été finalement, ils ont été expulsés. Mais ce qui s'est passé, c'est que face à la spéculation immobilière, des femmes se sont emparées finalement de cet immeuble vide. Et en fait, au fur et à mesure, il a été ouvert à toutes les discriminations sexuelles. Donc c'est extrêmement intéressant de voir qu'au 34 du Liebig, qui est donc le numéro de cet immeuble, c'est que comment est-ce que les gens ont fait. Et alors c'est très intéressant de voir que dans ces 4 étages, dans cette auto-organisation, avec très peu de moyens, puisqu'il y avait des règles du jeu pour les gens qui ne pouvaient pas payer, ils pouvaient être accueillis pendant un certain temps. Et après, tout était rediscuté pour voir comment est-ce qu'il était possible que ça marche. L'économie aussi de cette façon de vivre. Elle était basée sur 3 principes que vous avez quelque part évoqués. C'était vraiment basé sur l'horizontalité. Cette idée que... il fallait pas, qu'il n'y avait pas une autorité. Enfin, quelque part, ça se décidait. L'organisation à l'intérieur de cette vie, de cet immeuble, en fait, de ce petit immeuble, elle se décidait ensemble. Donc, il n'y avait pas une chef ou un chef, mais c'était quelque chose qui était horizontal. Ensuite, ce qui était retravaillé, c'était énormément l'autonomie. C'est-à-dire la question, évidemment... financière, c'est-à-dire de pouvoir trouver des moyens pour pouvoir gagner sa vie d'une certaine manière, et donc de pouvoir faire le maximum de choses soi-même. Et puis la mutualisation, que vous avez évoquée, qui était fondamentale. Et alors, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est que comment est-ce qu'ils ont fait leur immeuble, c'est que le rez-de-chaussée était consacré à la cuisine, à la salle de séjour, l'espace commun, l'espace qui était partagé pour ceux qui habitaient l'immeuble. Après, il y avait les habitats de chacun. Mais il y avait aussi cette cour, une cour très, très, très précieuse, puisque la cour était le lieu où on pouvait réparer les vélos, casser du bois, faire des fêtes pour le quartier, des brocantes, et finalement en faire un lieu de vie extrêmement important où on mettait en commun. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que sans que ça ait été décidé par personne, par de l'auto-organisation, ce qui prédominait, c'était une organisation où on fabriquait du commun, où on essayait de retrouver du commun et où l'intimité existait, mais le commun était pour éviter la terrible solitude et aussi pour favoriser les solidarités. C'est pour ça que je disais que des luttes pour habiter, c'est mon deuxième point, ça, à mon avis, ça reste vraiment d'actualité. Et je trouve que dans tout ce qui était évoqué, pour les plus démunis, le soin pour ceux qui ont le moins, l'habitat, c'est vital. C'est vital. Donc c'est vraiment fondamental de regarder aussi dans quelle mesure on pourrait aussi finalement favoriser des prises en charge par des collectifs d'habitants qui s'auto-organiseraient avec l'aide d'experts, bien sûr, mais qui, d'une certaine manière, retrouveraient des marges de manœuvre. Je trouve que c'est vraiment dans Liebigstrasse, c'était vraiment, vraiment marqué. Et puis le dernier point, c'était finalement, si on veut quitter ces représentations, ces modes de faire l'habitat très standardisés,
qui répondent plus du tout au mode de vie des familles recomposées, des familles monoparentales, des familles qui veulent accueillir de vieux parents ou des étudiants qui n'ont pas de boulot, enfin bref, toutes les situations de la vie, pour qu'elles soient vraiment dans une hospitalité, pour que le lieu de l'habitat puisse être hospitalier, parce que si on ne peut pas accueillir, on n'est pas bien dans un habitat. Un habitat, c'est un habitat qui permet l'hospitalité. Sinon, on ne peut pas habiter finalement. Et quelque part, la ville doit vraiment, les espaces étant très restreints, comment, quelque part, quand même ménager cette hospitalité. C'est vital. Et c'est pas parce qu'on est démuni qu'on ne peut pas, qu'on doit être privé d'être capable d'être hospitalier, fort, bien sûr. Et donc, après l'habitat militant, je me disais, troisième point, je voulais vous parler d'une phrase que je trouve géniale, qui est justement comment est-ce qu'on va au prisme des genres et de tout ce qu'on dégenrait, regenrait, tout ce qui se déplace, non seulement avec le LGBT+, mais avec toutes les façons d'habiter, de faire famille et de traverser le temps à tous les âges de la vie pour éviter aussi les grands clivages de génération qui sont absolument catastrophiques, qui détruisent finalement l'habiter ensemble. Eh bien, je voudrais revenir sur deux, trois choses et je vais en rester là. C'est que, évidemment, c'est que si on reconsidère le caractère absolument primordial, finalement, de ce qui est dedans et des tâches, finalement, qui maintiennent le dedans d'un habitat, d'un lieu, d'un chez-soi, hein, qui va pouvoir être partagé et qui font tenir les choses ensemble, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à Simone de Beauvoir, tout ce qui revient, toutes les pensées qu'on a sur la question des vulnérabilités, sur la question des interdépendances, et donc d'une communauté qui est biopolitique et qui fait qu'il y a des genres, il n'y a pas simplement le genre humain, puisqu'on pense évidemment à pas mal de magnifiques chansons sur l'idée de rassembler le genre humain. C'est vraiment cette idée que l'habitat au prisme du genre, aujourd'hui, il s'ouvre aussi à des luttes pour aussi accueillir ce qui n'est pas humain, en fait, qui peut-être permettra... Enfin, je pense que les écoféministes, et si on regarde Donna Haraway, nous parle de son chien, tous ceux qui travaillent, finalement, beaucoup de luttes, retravaillent aussi une autre façon de se comporter avec les animaux et prendre soin de ce qui vit, de ce qui est fragile, de ce qui est vulnérable. Et donc, je trouve que les luttes... On voit bien comment les luttes ne sont pas... Elles sont extrêmement... elles sont permanentes. Et toutes les avancées sont extrêmement fragiles. Parce qu'on voit comment le droit, par exemple, à l'avortement est largement remis en question dans beaucoup d'endroits. Comment le droit à l'éducation pour les filles, eh bien, il est remis en question. On a que voir comment la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, aujourd'hui, quand même, nous parle de façon extrêmement puissante. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les luttes, les multiples luttes, la multitude des luttes autour du soin, du care, avec toutes les divisions dans ces groupuscules, un peu comme de la psychanalyse, où on voit beaucoup de manières d'agir, il nous amène quand même, avec la question de l'écoféminisme, à prendre la reconnaissance, avec la déconstruction de certaines structures spatiales et mentales, à reconnaître les interdépendances, les vulnérabilités. Et je trouve que ce que nous apporte beaucoup l'écoféminisme, c'est finalement qu'on fabrique un ensemble commun, qu'on est ensemble et qu'il y a beaucoup de choses à mener. Et je trouve que la reconnaissance finalement des différents habitats des êtres vivants, elle est très importante. Parce que c'est en regardant finalement cet ensemble aussi que, d'une certaine manière, on va pouvoir réinventer de nouveaux dispositifs. Et ça faisait vraiment écho à ce que présentait Sabri, parce que la phrase que j'adore personnellement, c'est Storrock, cette grande activiste écoféministe, que j'ai eu beaucoup de mal à lire au départ, parce que c'est étrange, toutes ces fêtes, toute cette sorte de magie un peu collective, qui est quelque chose d'assez mythique. Mais elle a écrit une phrase absolument formidable, il y a une quarantaine d'années, et elle nous invitait finalement à trouver des dispositifs capables et des dispositifs collectifs qui seraient capables
pour rassembler des énergies individuelles et faire place aussi aux paroles vives. Parce que faire place aux paroles vives, comme on peut avoir maintenant ensemble, c'est aussi, évidemment, c'est le débat politique, hein, puisque c'est vraiment le grand enjeu finalement de la ville au prisme du genre, de l'habiter au prisme du genre et des genres. Et voilà la fameuse phrase, donc que je donne la parole à Starhawk. Il n'y a rien de plus sérieux aujourd'hui que de devenir capable, à notre tour, d'inventer collectivement des dispositifs qui nous protègent à la fois du désespoir et du cynisme, comme les paroles qui suspendent le cours des choses et recréent du possible. Ah, j'adore cette phrase parce que c'est un espoir sur le fait qu'on peut parler, qu'on peut se parler. En se parlant, on peut inventer autre chose, mais que tout ce que vous avez dit, qui est magnifique, tous les trois, sur d'inventer de nouveaux dispositifs pour qu'on soit mieux, pour habiter, quel que soit notre âge et nos moyens. Et donc, voilà, merci. Merci beaucoup pour toutes ces paroles. Et effectivement, ces concepts, en écoutant, je me demandais si l'écoféminisme ne devait pas être le modèle opérationnel pour changer la manière dans laquelle on fabrique les espaces, justement, que ça devienne pas seulement, enfin, presque une forme incarnée d'action, et puis terminer avec une sorcière qui parle au sens voilà, le plus noble. Qui a mené des luttes et où justement des luttes ont été menées extrêmement puissantes à propos du nucléaire, à propos et qui a rassemblé toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales, parce que c'était pour vivre et nourrir sa famille aussi. Effectivement, c'est vraiment une figure tutélaire. Voilà. Et voilà, donc, à vous la parole, peut-être. Avant, alors, on va voir, j'espère que des questions, là, émergent tout de suite. Des commentaires. Des réactions, même peut-être à partir de ce que tu as dit, ce qui a changé. Effectivement, c'est vraiment une question parce que je pense qu'on se la pose tous à travers des questions de générations différentes. Et c'est très drôle de voir comment les choses sont reprises, elles sont réinterprétées, elles sont repensées ou refabriquées. Donc, voilà, c'est une bonne... C'est une bonne, oui, réinventer des formes vraiment de réinvention. Pas de réaction? Oh, si, allez, Clara. Alors. Ah, on a quelqu'un là. Bonsoir. Je m'appelle Fanny Arnaud, je suis anthropologue et j'enseigne à l'ENSA de Paris-Malaquais. Je vous remercie pour toutes ces présentations extrêmement stimulantes et je regrette qu'il n'y ait pas plus de mes étudiants dans l'auditoire ce soir. Pourtant, je les ai vivement invités à assister. En fait, ce n'est pas vraiment une question. C'est plutôt une réflexion qui me vient en écoutant ces présentations. Moi, je me pose beaucoup la question du genre et de l'habiter. Et je me rends compte que je me la suis beaucoup posée à l'échelle du logement et je me la suis beaucoup posée à l'échelle de la ville. Et la réflexion qui me vient là en écoutant ces présentations, c'est peut-être un petit peu en décalage, mais comment on pense les parties communes au prisme du genre? Comment on pense, sachant qu'il y a tout un imaginaire de ces espaces-là qui peuvent être extrêmement anxiogènes, le parking souterrain, avec tout cet imaginaire de l'insécurité, de l'agression sexuelle, etc. Comment on pense le local à poussettes au prisme du genre, sachant qu'on est encore dans cette histoire de répartition des rôles genrés très marqués dans l'éducation des enfants, etc. Et voilà, donc je ne sais pas s'il y a des travaux là-dessus sur les parties communes au prisme du genre. Voilà. Enfin, c'était une réflexion comme ça que je me fais en vous écoutant. Merci.
travaux, des réflexions qui auraient été produites par... Oui, alors c'est vrai que oui, la question des parkings, elle était... je crois que vous avez bien résumé. Hein, on ne voit pas les parkings de la même manière selon qu'on est un homme ou qu'on est une femme. Et prendre en compte cette considération, enfin prendre ça en considération, ça oblige à réfléchir à une autre manière de les concevoir. On a effectivement, et ça rentre toujours dans cette manière de peut-être comment dire, de casser une mécanique de conception qui considère d'abord l'infrastructure du point de vue technique et qui fait que souvent on réfléchit d'abord à comment on va garer sa voiture avant de réfléchir à ce qu'il va y avoir au-dessus. C'est-à-dire que l'économie globale du logement est quand même fondée sur la descente de charge la plus verticale possible. Et donc, il n'y a pas de place pour la lumière, il n'y a pas de place pour l'aération, il n'y a pas de place pour faire entrer un peu de végétation, il n'y a pas de place pour récupérer les eaux, etc., etc. Dès l'instant où, effectivement, on a cette équation qui commande, d'une certaine manière, la conception du logement à partir de la fameuse trame parking, donc des 5,60 m, 5,70 m, peu importe. Et donc toute l'économie, j'allais dire standardisée du logement aujourd'hui en France, qui est celle de la banche pour porter les bâtiments, la banche donc du béton, elle construit ça en fait, hein, en quelque sorte. Donc je crois que quand on travaille sur l'organisation physique des lieux, quelque part on remet en cause cette matrice. Et donc, effectivement, ça suppose... D'abord, il faut dire quand même que le parking occupe quasiment plus du tiers de l'économie d'un bâtiment de logement collectif. Donc, c'est pas rien. Donc, et aujourd'hui, quand on voit la pauvreté des prestations, pour reprendre un peu le terme générique, qui sont accordées au parking, il y a de quoi, il y a de quoi avoir, se dire qu'on est à côté de la plaque, parce que il y a évidemment ces questions-là. Il y a aussi la question de la réversibilité, du fait qu'on aura peut-être moins de voitures, qu'il va falloir penser à des espaces plus qualitatifs. Donc, en fait, si vous voulez, et je rejoins un peu ce que disait Chris, c'est-à-dire que il faut penser genre, et genre avec l'écologie, avec une ville qui soit plus plaisante, plus accueillante, et ça nécessite effectivement de travailler sur la lumière, sur la visibilité, encore une fois, sur des espaces qui ne soient pas uniquement des espaces de stockage, mais qui soient des espaces dans lesquels on peut vivre, dans lesquels on peut raisonnablement... On est aux limites de l'habitat, puisqu'on a considéré qu'au fond, il n'y avait que la voiture qui rentrait et qui sortait, mais dès l'instant où effectivement on s'aperçoit que ça ne sera pas que ça dans l'avenir, peut-être qu'on ouvre une petite brèche, si vous voulez. Je crois que l'espace éduque aussi, d'une certaine manière. On a été éduqué par cette fameuse conception binaire du logement, et tout est lié. C'est un système qu'il faut remettre en cause. Alors pas forcément... là, on peut avoir des approches différentes. Excusez-moi, je prends beaucoup de place. Je m'arrête là. Voilà. Mais oui, vous avez raison, c'est une question essentielle. Par rapport au local à Poussette, à la prochaine rencontre, on aura Marie Leroy, donc, qui est responsable des droits des femmes à Saint-Denis. Et on a travaillé avec elle, avec notre groupe d'étudiants, avec Antonella. Et elle n'arrêtait pas de nous dire, mettez des locaux à Poussette dans le café, mettez des locaux à Poussette dans la salle de sport, mettez des locaux à Poussette partout. Parce que si vous voulez que les mamans elles viennent, même si les enfants font du sport à côté d'elles, il faut absolument le local à Poussette. Sinon, ça les bloque. Elles ne vont pas faire les activités d'autres personnes. Donc le local à Poussette, pour Marie Leroy, c'est vraiment quelque chose de ultra nécessaire pour le vivre ensemble. Donc c'est aussi des choses qu'on doit absolument intégrer dans la programmation architecturale. Et
Et puis peut-être je prolonge la chose, c'est-à-dire je me demande, et ça je me retourne peut-être vers vous, s'il ne faut pas quelque part vraiment réinvestir, alors j'utilise un mot, l'imaginaire de l'espace ultra fonctionnel, parce qu'effectivement, tu le disais pour le parking, mais ça peut être le cas de la buanderie ou effectivement le local à poussette. Si on le voit simplement comme un espace ultra fonctionnel, on n'y voit pas le potentiel imaginaire de rencontres, d'activités qui peuvent se dérouler. Donc je me demande si en effet il ne faut pas vraiment repousser les limites du fait de penser par espace compartimenté et fonctionnel. Je ne sais pas, peut-être. Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que on sort de cet univers extrêmement fonctionnel. Il est très, très dominant, cet univers fonctionnaliste, mais il correspond de moins en moins à un imaginaire de ce que c'est de bien vivre. Je pense que la pandémie qu'on a vécue, qui fait que les gens se sont retrouvés enfermés chez eux, on a vu à quel point il y avait une injustice spatiale qui était hallucinante entre ceux qui avaient suffisamment d'espace chez eux pour pouvoir se déplacer sans que l'intimité presque devienne très très difficile parce qu'il y avait une trop grande promiscuité, ou bien ceux qui avaient un peu un espace pour être les pieds dehors ou pas, mais ça changeait absolument tout. Et c'est-à-dire que cette espèce de pensée extrêmement fonctionnaliste, où effectivement la voiture était finalement organisée, et où en fait toute la matérialité aussi des choses qui étaient faites n'était pas pensée, tout ce qui est vu, tout ce qu'on voit très bien dans la façon de diviser l'espace, sans par exemple donner avoir un regard par rapport à un espace, ça nous donne une sensation de profondeur, alors que si on ne l'a pas, on est enfermé comme dans des cages à lapins. D'ailleurs, les lapins ne devraient pas être enfermés non plus dans des cages à lapins. Et on voit comme ils sont heureux quand ils gambadent dans la prairie, c'est là qu'on aime les voir. Donc en fait, profondément, je pense qu'aujourd'hui, on le voit, je trouve, dans les jeunes générations, cette idée de recycler, de réemployer, de réutiliser les choses, de pouvoir faire autrement, de pouvoir faire preuve aussi de se débrouiller, qui est aussi de la poésie, d'une façon d'habiter, c'est pas que fonctionnel, loin de là. Et je crois que on sort d'un univers de grande de fabrique d'un habitat beaucoup trop mal organisé, justement, où les dispositifs étaient déjà mal pensés, parce que de façon très stéréotypée, et ne donnant pas des marges de manœuvre pour s'adapter à la vie de gens qui l'habitent et qui traversent le temps. Et alors que là, tous ces dispositifs, c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, on peut inventer des dispositifs, il faut les imaginer. Mais c'est vrai qu'en même temps qu'on les imagine, on imagine d'autres façons de vivre ensemble. Et on imagine aussi qu'il n'y a pas simplement qu'est-ce que ça veut dire être homme, qu'est-ce que ça veut dire être femme, pourquoi est-ce que telle chose serait affectée aux femmes et aux hommes. Tout ça, c'est des choses qui sont en train de se transformer et qui transformeront profondément l'espace. C'est vraiment frappant. Je ne sais pas, quand on va dans certains palais vénitiens, par exemple, qui sont mis en location, on va voir le bureau de monsieur avec toute une bibliothèque, etc. Et puis vous avez la chambre de madame avec sa coiffeuse, etc. Il y a tous des stéréotypes qui sont hallucinants, qui étaient dans une façon très bourgeoise d'habiter, mais finalement qu'on retrouvait aussi dans des milieux plus populaires où en fait... la dimension fonctionnelle, elle était très finalement liée à un genre homme-femme, alors qu'aujourd'hui, ça apparaît de plus en plus remis en question. Et donc ça, c'est en même temps qu'on remet en cause le fonctionnel, on remet en cause les attributions de rôle. Après, de là à dire qu'ils sont vraiment mis en pratique, comme on le montre, c'est encore du chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire. J'ajoute quelque chose sur ce sujet. Mais c'est par rapport à la question des communs. Nous, c'est une question vis-à-vis de laquelle on a peu de marge de manœuvre, dans la mesure où on occupe temporairement des bâtiments avec très peu de moyens. Et là, pour l'exemple de Sorocité, c'est des logements sociaux qui ont été construits dans les années 50. Donc effectivement, ça reprend tout le cadre normatif
du logement social à la base, de ce qu'était considéré la famille type et le ménage type. Donc on a assez peu de liberté là-dessus. On fait des aménagements, comme nous l'a expliqué, il y a deux salles qui sont dédiées non pas du logement, mais vraiment à soit du travail, soit de la création de solidarité et à des services mutualisés. Et même dans ces espaces dans lesquels on fait de l'aménagement de l'espace, on ne part pas d'une posture essentialisante en se disant, par exemple, c'est un quartier surtout de vieilles dames, on va faire une salle de bingo, des activités crochet et couture, quoi. Et de la même façon, voilà, on n'essaie pas d'essentialiser ce que seraient des besoins féminins en termes d'habitat et de commun dans l'habitat, mais plutôt de faire la démarche inverse, c'est-à-dire de voir comment ça se passe sur le terrain, de mettre à disposition ces locaux et de voir avec les activités qui sont organisées quel besoin vraiment ça met en valeur, et après voir comment on peut transférer la connaissance de ces besoins qu'on a en côtoyant ces locaux vers la maîtrise d'ouvrage qui s'occupera de la rénovation en fin d'occupation des bâtiments. Donc je dirais au niveau de ces communs, vraiment une marge de manœuvre relativement faible, mais c'est vraiment dans une dynamique d'urbanisme transitoire où on peut prendre en compte ces contraintes et ces opportunités qui sont identifiées vis-à-vis du genre comme vis-à-vis d'autres, aussi de l'âge pour ce projet-là, dans la mesure où il y a beaucoup de différences d'âge entre les nouvelles et les anciennes habitantes. Mais c'est vraiment prendre ces éléments d'analyse et de compréhension pour les transférer à la maîtrise d'ouvrage qui permettra de créer les futurs logements. Et pour ce projet-ci, à se reciter, donc c'est des logements qui vont être détruits et reconstruits pour faire principalement, pour une bonne partie de la zone, un habitat groupé pour des femmes. Donc on a le public qui est actuellement en occupation, tant les locataires sociaux qui sont en train de déménager vers leur nouveau logement, que les nouvelles habitantes, permettent de donner pas mal de clés qui nous permettront derrière d'avoir des recommandations à cette maîtrise d'ouvrage pour que soient prises en considération les réels besoins des habitantes du quartier, que ce soit en termes de configuration des logements comme d'espaces communs. J'avais juste une remarque, parce que forcément on parle de logement, on parle de rôle, on parle de genre, on parle aussi d'occupation des espaces, forcément, mais aussi on va arriver là-dessus, je vais le dire tout de suite, mais violence conjugale, violence domestique. Donc c'est pas forcément une question, mais c'est plus une remarque en quoi l'architecture et la composition des espaces peut avoir une influence sur la violence domestique ou non. C'est pas à moi de répondre à cette question, évidemment, mais je le fais quand même. Mais je pense que, par exemple, la question de la chambre, vous voyez, on parlait de cette chambre à soi, un peu en référence à Virginia Woolf, mais bon, c'est quand même le droit d'avoir une chambre qui est souvent contredit par la réalité où beaucoup de femmes qui s'occupent seules de leurs enfants parce que les hommes sont défaillants souvent, il faut le dire, se retrouvent dans cette situation où effectivement il n'y a plus de chambre en fait. Elle la partage avec l'ado, ou c'est une fois sur deux, puis finalement la chambre ça devient le canapé en gros. Et avoir une chambre, c'est la possibilité de se retrancher aussi. C'est aussi concret que ça. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est échapper aussi à la fois au regard. La violence, elle n'est pas c'est pas que des coups, c'est aussi des regards, c'est aussi des voilà. Donc, en fait, je pense que c'est pour ça que c'est important de travailler sur cette autonomie dont je parlais à un moment donné, et c'est pas uniquement des questions d'intimité et de rapport au corps, c'est aussi ça renvoie aussi à la question des rapports de pouvoir qu'il peut y avoir et qui s'instruisent de manière problématique. Voilà. Donc ça nous renvoie encore une fois à une organisation du logement, à une manière de circuler, de stationner, et de pouvoir à un moment donné, voilà, fermer à clé si on en a envie. Finalement, ça paraît
basique, mais ça commence par ça. Oui, moi je trouve que c'est très 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 important cette question d'avoir un espace, et je trouve aussi que ce qui se développe et on le voit beaucoup aujourd'hui, c'est que l'appartement boîte, c'est invivable en fait. Être enfermé dans une boîte, c'est invivable. Et donc, comment redonner du rapport au dehors? C'est vrai que du point de vue des communs, il y a quand même cette idée de se dire que d'avoir quelque part des jardins partagés, ça marche énormément. C'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui a vraiment du sens, qui a toujours existé quelque part dans l'habitat populaire, qui était déjà pour cultiver, pour se nourrir, mais aussi c'était une sorte d'avoir un espace un peu de liberté, de respiration. Et au départ, quand on a commencé à parler des jardins de proximité ou de l'agriculture de proximité, ça paraissait un peu un gag. Aujourd'hui, quand on regarde les concours, par exemple, moi je trouve que je vois un peu ce qui se passe dans Europan, donc qui sont des appels finalement à projets pour des gens de moins de 40 ans. Il y a énormément de dispositifs qui se cherchent autour d'un rapport au dehors, que ce soit des balcons vraiment praticables, un rapport au toit, ce qui était dit tout à l'heure, un rapport à la cour, le rapport, c'est-à-dire de pouvoir aller dehors. Et ça participe de rendre la cohabitation beaucoup plus possible. Parce que si on est enfermé dans un espace trop réduit, forcément, ça accélère le caractère le risque de violence. Forcément, ça les extrémise, c'est une évidence. Je voudrais aussi réagir par rapport à cette question. C'est vrai que la question de la violence conjugale nous a beaucoup préoccupés pendant le montage du projet. Ça nous a tellement préoccupés qu'on se demandait même au niveau de la superficie du lit, et si on prend un lit trop grand, ça va peut-être inciter, peut-être qu'il va y avoir un risque accru de violence conjugale. Il faut savoir que nous, nos logements, ils sont assez petits. Il y a quand même une pièce qui est dédiée à la chambre, mais c'est 40 mètres carrés. Ce sont tous des logements très standardisés. Et on remarque en fait sur le terrain que même si ces logements sont destinés à des femmes isolées, et quelle que soit la superficie du lit, ça n'empêche pas les violences conjugales. Il n'y a pas que l'espace dans la question. Mais c'est vrai que quand on manque d'espace, ça aggrave le problème. Oui, sur la petitesse de l'espace, on avait fait une soirée à la Cité et une sociologue qui est spécialisée sur les hôtels sociaux. Il y a beaucoup de femmes avec enfants. L'État les envoie dans des hôtels sociaux qui sont en général assez délabrés, où il n'y a pas de cuisine. Et en fait, les mamans, elles élèvent leurs enfants dans des chambres d'hôtel. Donc c'est très compliqué de faire la cuisine et c'est qu'une pièce. Et en fait, il y a beaucoup de violences possibles parce que les mamans qui ont travaillé toute la journée, qui se retrouvent avec 2-3 enfants qui hurlent toute la journée, il y a des... Enfin, moi, j'ai eu des directeurs d'école à Saint-Denis qui m'ont parlé de ça. C'est-à-dire que les mamans allaient voir le directeur de l'école en disant « Je crois que je vais tuer mes enfants ». Parce qu'elles n'en pouvaient plus. Elles n'avaient pas leur pièce à soi, elles ne pouvaient pas cuisiner. Et pour des raisons de chiffres... ils préfèrent louer une chambre d'hôtel 3 000 € par mois et mettre des mamans dans des très mauvaises conditions. Imaginez à Saint-Denis ou n'importe quoi, un appartement à 3 000 €, vous avez 200 mètres carrés. Donc, vous voyez, il y a la petitesse aussi dans la boîte peut aussi créer des violences. Et pas, je ne parle pas entre parents et enfants. On va écouter la question. C'est une question aussi de routine administrative, parce qu'effectivement... Donc, bonsoir, je suis Mernouche, architecte. Et ce sujet de vide, ça m'intéresse depuis un moment. Et je voulais vous féliciter d'abord pour avoir enlevé le D de vide qui devient vie. Je me suis beaucoup amusée entre le mot vide et vie depuis très longtemps à écrire vide de vie, vide donner vie au vide, enfin bref. Et je trouve que quand même, vraiment, c'est génial ce que vous avez fait, que je ne vous connaissais pas et je suis très contente d'être là pour vous connaître, de prendre connaissance du travail que vous faites. Et je trouve que c'est extrêmement important, ce type de projet, qui n'en a pas énormément aujourd'hui,
mais aussi pour pouvoir sensibiliser d'autres acteurs de construction, comme les maîtrises d'ouvrage, parce que parfois c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, parce qu'ils ne voient pas comment, quelle est leur part d'intérêt, ou comment on peut sensibiliser en fait justement tous les acteurs de construction pour faire ce type de projet en fait. Donc je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir recréer ce schéma humain finalement, parce que ces choses que vous dites, c'est extrêmement important de dire, on ramène comment vous avez ramené de machines à laver, et c'est vraiment fondamental, et je trouve, j'étais complètement émue à entendre ça, parce que c'est ça en fait, et c'est ça il faut se questionner en tant que, je parle aussi pour les architectes, pour dire qu'en fait notre métier est en pleine révolution et qu'il y a énormément de choses à faire, mais en fait parfois c'est à nous de créer la commande et d'aller voir les gens et de proposer des projets, parce que de partir déjà tout ce qui est déjà là, qui ne fonctionne pas pour X raisons, et trouver des solutions comme ça, une série des petites solutions qui fait qu'en fait quelque chose qui est ça peut être négatif, de vide, toutes des surfaces qui sont abandonnées, qui devient la vie, on donne à vie, quoi, comment on dit, on donne à vivre aux gens. Et en fait, je voulais également remercier donc Chris pour toutes ces questions, comment on dit, toutes ces les reprises de textes de Simone de Beauvoir. Et par contre, la question aujourd'hui, c'est que, par exemple, quand vous présentez des projets, donc vous montrez l'habitat, moi je trouve que il y a une question de, peu importe un peu la surface des fois qu'on a derrière nous, mais ce qu'on voit depuis chez nous, en fait, c'est extrêmement important. Je trouve que la vue qu'on a, l'orientation, ce qu'on voit depuis le logement, c'est extrêmement important. Ça change tout, en fait. C'est qu'on peut avoir une petite surface et avoir une belle vue, et ça donne, comment on dit, ça change la donne, quoi. Donc, c'est pas autant pour moi la question de surface. Oui, on vit tous un peu dans les surfaces petites, mais ce rapport à la vue, et l'orientation, c'est fondamental. Ça peut tout changer. Et puis, je trouve également que l'humain est capable à s'adapter à toutes les conditions de vivre. On a tous vécu ça pendant le Covid. Moi-même, d'ailleurs, que j'ai un tout petit studio à Paris, que je rentrais juste pour dormir et puis me changer, puis finalement partir. Je n'avais jamais autant habité mon habitat que pendant le Covid, que ce n'était pas destiné à passer autant de temps chez moi, quoi. Donc effectivement, on finit par trouver à force des moyens de faire autrement. Et donc justement, ça pousse à aller voir les voisins, de pouvoir partager, parce qu'on est tous enfermés, donc finalement dans l'immeuble. Donc ça nous force à aller voir les uns et les autres. Et ces espaces communs au sein de l'immeuble est extrêmement important. Et les espaces extérieurs, ceux qui aujourd'hui, face aux, comment on dit, les investisseurs, eux, ils ne savent pas comment valoriser entre la surface de plancher et chab. Et actuellement, en fait, je suis vraiment en train de négocier ça avec les investisseurs ou la maîtrise d'ouvrage pour dire qu'en fait, l'espace extérieur, ce qui n'est pas dans le chab, c'est aussi important que le chab. Donc en fait, c'est la question, c'est comment valoriser ça économiquement dans un projet, de dire que l'extérieur, qui est aujourd'hui pas compté, c'est ce qui a poussé tout le monde à faire c'est des tableaux Excel qui dessinent les logements. Donc en fait, comment justement sensibiliser ces acteurs-là pour valoriser ces espaces extérieurs qu'aujourd'hui, c'est pas sur l'économie du projet en fait. Donc c'est ça la question. Je vous remercie encore. Du coup, juste une remarque, en effet, avant que vous répondiez peut-être à la question de madame. Moi, je travaille chez un bailleur social. Et la question, finalement, qui s'est posée tout à l'heure de l'occupation des espaces collectifs, en fait, ne se pose pas réellement dans la mesure où, en tout cas, chez les bailleurs, les espaces ne doivent pas être occupés, justement. Il y a cette interdiction-là.
Donc, comment dire, ce que vous dites est très intéressant et très assez utopiste aussi, dans la mesure où il y a finalement toutes ces interdictions-là qui sont aujourd'hui posées, et c'est tout un changement des mentalités, même au niveau des institutionnels, qui doit être fait. Et dans la réalité, par exemple, on parlait aussi des jardins partagés qui ont été mentionnés. Aujourd'hui, il y a eu une grosse mode chez les bailleurs. En effet, il y a eu beaucoup de jardins partagés qui ont été créés. Maintenant, à partir du moment où il y a des réhabilitations, il y a des nouvelles livraisons, il y a souvent des bacs qui sont aussi installés et qui pourtant ne sont pas occupés parce que les gens n'ont pas cette habitude-là. Et au contraire, de plus en plus aussi, les bailleurs, par exemple, interdisent les jeux des enfants dans les cours parce que ça fait du bruit, parce qu'en plus, par exemple, sur Paris, les bruits remontent, etc. Et finalement, c'est toute une perception de l'habitat collectif qui devrait être changé. Sauf qu'aujourd'hui, on en est très loin. Et je ne suis pas sûre que... Certes, l'organisation de l'habitat pourrait changer les choses, mais quand on voit qu'aujourd'hui, finalement, même quand il y a un espace extérieur qui serait accessible, et que le bailleur, par exemple, ou d'autres, même chez les privés, on pourrait y accéder, mais que même les habitants eux-mêmes disent non, ça va faire du bruit, ça va créer des nuisances diverses. L'occupation dans les halls, ça veut dire que de la même façon, ça peut créer du bruit. Ou alors, on peut inviter aussi des personnes, et c'est une occupation qui n'est non souhaitée, qui n'est pas souhaitée. Et du coup, non, voilà, c'était juste cette petite remarque que je voulais souligner aussi. Ce que vous dites là, moi, me fait penser à deux choses. D'une part, ces espaces, en fait, c'est pas récent. Ça fait longtemps que dans le logement collectif, on réfléchit à à équiper les immeubles d'espaces qui soient possiblement utilisables par un ensemble de personnes, voilà. Il y a eu un moment même où dans la loi, il était obligé de faire ce qu'on appelait des LCR, des locaux communs résidentiels, vous voyez. Mais si on regarde un petit peu l'histoire, j'allais dire même dans les années 60-70, par exemple René Gailloustet, dans les tours qu'elle a construites à Ivry-sur-Seine, elle avait prévu tous les 2 ou 3 niveaux une pièce qui pourrait être utilisée par les habitants pour l'aide aux devoirs, pour des anniversaires, etc. Donc c'est assez ancien. Et j'en viens à une chose, c'est que, ayant visité cette tour il y a 2 ans lorsqu'elle a été rénovée, on avait été frappé par le fait que ces espaces étaient absolument inutilisés. Et donc ma question était pour le maître d'ouvrage, l'office d'Ivry-sur-Seine, qui nous disait que en fait il y avait un défaut de médiation en fait, et qu'il n'arrivait pas à trouver les interlocuteurs pour pouvoir partager équitablement. Là on revient à des questions d'égalité aussi, et que principalement c'était ça le problème. L'espace était là, mais il n'y avait pas cette... René Gailloustet était quand même très loin, parce qu'elle a fait même des crèches en haut d'une tour. Il y avait même une annexe de la mairie. Donc, vous voyez, on est en 69 quand même. C'est pas 2021, 22. Et l'autre chose à quoi ça me fait penser, c'est l'expérience des Baba Yaga, dont on a... qui est une expérience très importante en ce qui concerne le vieillissement et d'autres stratégies. Les Baba Yaga à Montreuil, avec Thérèse Claire, ont fait construire un immeuble pour des femmes qui souhaitaient vivre et vieillir ensemble. Elles ont fait construire des locaux qui étaient communs. Sauf qu'effectivement, c'était pas simple de les utiliser tout le temps. Et donc, en fait, il y a eu une convention avec le bailleur pour pouvoir
pour que ça soit loué aussi à d'autres associations et donc ouvrir un peu cette mutualisation à d'autres publics. Et donc ça nécessite effectivement des arbitrages. C'est pas, voilà, il faut trouver des solutions, des stratégies. Ça veut pas, l'idée est bonne, mais pour la faire vivre, il faut trouver le bon modèle pour que ça soit soutenable, parce que il ne faut pas oublier que quand on construit des logements avec des équipements, ben c'est à la charge des locataires aussi, ces mètres carrés. Donc on leur fait louer en quelque sorte, de manière presque obligatoire, ces mètres carrés supplémentaires. Et donc c'est là où il faut trouver des systèmes qui permettent de découpler ces espaces, voire, comme le suggérait d'ailleurs le bailleur à Montreuil, les retransformer en logement si ce n'est pas suffisamment occupé. Donc ça nécessite aussi de travailler sur des solutions de réversibilité, et nous voilà revenus à des questions de flexibilité, etc. Vous voyez, donc il faut arriver à trouver cette formule de l'immeuble qui est capable de s'adapter en fait aux contingences aussi et à l'histoire aussi de l'occupation et de l'utilisation qui en est faite par ses habitants. C'est pour ça que la question des mentalités est très très importante, parce qu'on voit très bien que beaucoup d'expérimentations ont été faites par des architectes qui voulaient justement inventer notre façon d'habiter ensemble, en fait, de façon collective, et qui étaient plus ou moins employées. On l'a beaucoup pratiqué. Je pense que Berlin a été vraiment un laboratoire pour de l'habitat alternatif. Et aujourd'hui, on voit très bien, par exemple, pour des écoquartiers ou pour quelque part, ça demande finalement soit des valeurs partagées, et ensemble on décide de faire des coopératives, et donc c'est tout un dispositif qui se met en place. C'est pour ça que quand Sturrock parle qu'il faut inventer des dispositifs collectifs, c'est fondamental. Et c'est sûr que chaque fois qu'on va associer les habitants au maximum, avec la maîtrise d'ouvrage ou autre, ça va donner des marges de manœuvre et des possibles et des adaptations au cas par cas, et des capacités d'évolution dans le temps aussi. Parce qu'à certains moments, des gens sont capables de s'occuper pour d'autres moments non, etc. Donc il faut être tout le temps en train de s'ajuster. Mais par contre, ça ne peut pas marcher d'avoir un système standardisé, comme on le constate, parce que c'est vraiment au détriment des plus démunis et ceux qui ont le moins de moyens. Parce que dès qu'on a plus de moyens, on a quand même plus de marge de manœuvre, d'espace pour pouvoir arriver à faire des choses. C'est donc pour ça qu'il faut fondamentalement en permanence retravailler la façon dont on va s'associer avec les premiers concernés, c'est-à-dire les habitants, et pas les obliger à jardiner. Il y en a qui n'auront jamais envie de jardiner, mais par contre, d'autres le voudront. C'est-à-dire qu'il faut pas fabriquer de nouveaux standards qui sont insupportables. Par contre, qu'il y ait de la concertation, de la négociation, de la diplomatie, tout ça, ça participe de trouver des terrains d'entente. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, par exemple, avec l'IBIC 34, c'est qu'ils cherchaient des terrains d'entente et ça bougeait en permanence. Et c'est sûr que c'est jamais très confortable non plus, mais c'est aussi ce qui donne des marges de manœuvre à des gens qui n'en ont pas. Il y a aussi des intérêts communs dans les terrains d'entente. Mais les maîtres d'ouvrage avaient beaucoup de travaux à mener avec eux, c'est clair. Cette question justement de la concertation et de la mobilisation des locataires et la problématique aujourd'hui, moi je suis chargée de mission développement social urbain chez un bailleur social. Donc travailler sur le collectif et la mobilisation des locataires, je le fais un peu au quotidien. Et la problématique aussi, c'est qu'on voit que ces habitants-là n'en ont pas envie en fait. Pour un grand nombre, n'en ont pas envie. Et même si on essaye, en effet, d'aller vers eux, de mettre en place des actions de concertation en fin de journée, le week-end, de faire du porte-à-porte, d'aller vers eux, etc., et ben c'est un peu la limite aujourd'hui qu'on a, et à laquelle, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Et la problématique, c'est est-ce qu'il y a véritablement une envie de ce collectif ? Et finalement, cette société individualiste dans laquelle on est aujourd'hui, il y a peut-être en effet ce changement de mentalité à faire en premier, avant et quand il y aura véritablement cette volonté-là, pouvoir mettre en place des structures qui permettent de l'accueillir
Et du coup, je rejoins la question de la réversibilité qui est bien évidemment obligatoire aujourd'hui pour... voilà. Je voudrais rebondir là-dessus. Ce que vous dites, ça aussi nous a très fort résonné parce que sur le terrain, on a été confronté aussi à ce constat du manque d'envie de collectif. Et je pense que ça fait appel à plein de choses. Il y a tout ce côté de la mentalité individualiste. Il y a aussi le fait que ce sont des personnes qui ont été habituées à être seules pendant de nombreuses années. Et en fait, en tout début de projet, j'ai l'impression qu'on arrivait un peu avec nos gros sabots et nos idées préconçues, et que quand on voulait proposer des activités auxquelles on avait pensé, en fait, on a dû faire face à des flops monumentaux. Et du coup, on a vite réalisé la nécessité de changer d'approche. Et on a aussi réalisé le côté de la temporalité, que les choses prennent énormément de temps, et que même dans le temporaire, il faut prendre le temps. Et maintenant, on arrive vraiment à une dynamique où ce sont les usagers et les usagères de cet espace collectif qui, après appropriation, arrivent à exprimer des envies et des besoins à la place de ces envies qui sont formulées par nous. Et donc, personnellement, en tout cas, j'ai vraiment réalisé que je ne saurais jamais penser à leur place et que c'est elles, en fait, qui connaissent le mieux leurs besoins. Et vraiment prendre l'excuse d'un besoin fondamental comme l'hygiène, la buanderie ou un frigo solidaire, c'est parfait en fait, pour les amener dans un espace où elles peuvent elles-mêmes imaginer l'usage. C'est comme ça qu'on est en train de développer et ça fonctionne. Ça a mis 1 an, mais ça fonctionne. Je vais juste vous poser une question en fait, parce que quelque part je m'interroge sur la ville au prisme du genre. Est-ce que justement c'est pas redonner le désir du collectif, précisément, pour répondre un peu à votre question. C'est-à-dire, au fond, ce collectif dont vous dites qu'il fait défaut, les expériences on a parlé des Baba Yaga, on aurait pu parler de toutes ces expériences qui ont été faites d'habitat pour les femmes, par les femmes. En fait, c'est aussi des expériences de vie communautaire, quand même, hein. Et ça démarre, j'allais dire, enfin voilà, c'est très ancien. Et quelque part, c'est peut-être ça en fait, c'est le collectif, quoi. La ville au prisme du genre, c'est la ville au prisme du collectif aussi, d'une certaine manière. Moi, je souscris tout à fait à cette interprétation. Je crois on voit émerger la question des communs. Alors, quelle forme ça va prendre? Ça va être très différent et c'est très, très difficile dans le système. Et on va voir plein de paradoxes, de contradictions que chacun a d'ailleurs. C'est jamais facile de vivre avec les autres. Par contre, le fait de favoriser des expérimentations, de l'in situ, du cas par cas, de mobiliser les gens concernés, c'est une façon vraiment d'inventer ces fameux dispositifs collectifs d'un autre ordre, d'un autre type, qui correspond aussi un peu à des nouvelles pratiques aujourd'hui. À une époque, on aurait dit, mais c'est incroyable, toute cette idée du recyclé, du réemploi, même pour les vêtements. Acheter, par exemple, moi je vois par exemple autour de moi des très jeunes, mes petits-enfants par exemple, pour eux, le next plus ultra, c'est d'aller dans des friperies, de surtout pas acheter neuf. Pour plusieurs raisons. D'abord que c'est beaucoup mieux parce on va pouvoir inventer des choses, c'est moins cher, et en plus c'est plus écolo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et donc je pense que les déplacements qui s'opèrent, et je pense que la question des genres est en train d'opérer des déplacements majeurs. On l'évoquait, mais c'est certain que le fait de dire ah oui, mais il n'y a pas qu'un genre, quand on dit LGBT+, ça s'additionne. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication, une multitude de façons de vivre, de faire, qui fait que les besoins se transforment. Et je trouve que c'est magnifique quand vous évoquez que justement, c'est à partir des gens qui en ont besoin que vous écoutez, quelque part, quelque chose émerge, parce que c'est pas quelque chose qu'on va plaquer par-dessus, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin de quelque chose. Et c'est sûr que la tentation de pouvoir se débrouiller par soi-même est forte, et puis à la limite de ne pas rendre compte aux autres, c'est compliqué de vivre avec les autres. Mais il y a quand même un désir
de ensemble, de commun. Enfin, on voit émerger quand même au moins dans les paroles et dans des expérimentations. Alors, il faut espérer que ça aura un effet sur... on le voit, par exemple, quelque chose d'incroyable, mais c'est évidemment, souvent, c'est les besoins objectifs des personnes âgées qui ont de grands appartements, qui finalement vont accueillir des étudiants. Il y a beaucoup d'expériences qui apparemment se passent très bien. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un service comme partagé, chacun y voit un intérêt. Et ça va à l'encontre de toutes ces séparations qui sont quelque part mortifères, quoi. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile, hein, je pense. Mais c'est toutes les opérations qui marchent, il faut arriver à les mettre en visibilité pour bouger les choses. Je pense que la question du genre, elle bouge beaucoup de choses. On va prendre une dernière question. Sur le gong. Merci beaucoup pour tous les échanges qu'on a ensemble. Je voulais vous poser une question, parce qu'on parle de genre, on parle d'habiter, on parle d'expérimentation, on parle de pratique, on parle anthropologie, collectif, etc. Et en parallèle, il y a quelques expérimentations qui sont menées sur les cours de récréation, et notamment les cours de récréation non genrés. Est-ce que vous avez des points de vue là-dessus, des premiers retours d'expérience ? Parce qu'en fait, le genre, ça s'apprend aussi à l'école. Oui, il y a des collectifs. Il y a le collectif ici, par exemple, à Saint-Denis, qui travaille sur la question des cours d'école. D'ailleurs, ils ont une exposition qui itinère sur l'école et les cours d'école. Et c'est ultra important parce que les cours d'école en France, c'est des lieux pour les garçons qui jouent au foot. Les filles, elles sont en périphérie. Donc, la plupart des écoles au niveau primaire, c'est un énorme souci pour les directeurs d'école. Donc, il y a un certain nombre d'architectes aujourd'hui qui sont en train de redessiner les cours d'école. Alors, après, il y a aussi le projet Oasis qui est à Paris, c'est-à-dire qu'on enlève le bitume de l'école pour que l'eau puisse, que ça devienne un espace écologique. Et on profite de ce moment d'enlever le bitume et tout ça, d'inventer des dispositifs pour que la répartition de ce qui se fait dans les cours d'école soit plus égalitaire. Et ça marche. Et il y a des expériences, il y en a de plus en plus. Donc c'est quelque chose... là, aujourd'hui, on n'en a pas parlé, on était plutôt sur des expériences d'habiter, mais on fera du playground bientôt, parce que pour plein de raisons, c'est un thème qui nous habite, Antonella et moi, et dont on milite depuis très longtemps là-dessus. Donc oui, ça viendra par la suite. On parlera de ces différentes expériences. Mais c'est très important parce que la cour d'école, c'est peut-être la première agora des enfants. C'est vraiment un endroit de sociabilité. C'est un espace public, enfin, aux enfants. Et donc, il faut apprendre déjà dès l'école à se partager cet espace et à le vivre ensemble. Ce qui n'est pas le cas dans les cours d'école classiques en France. C'est vrai que l'éducation, on en revient pour toutes les transformations, on revient à quel point c'est important ce temps-là où on apprend quand on est jeune, enfant, à finalement habiter, vivre avec les autres d'une autre manière. Donc c'est vraiment, on revient tout le temps sur c'est vraiment central, l'éducation. De la petite enfance jusqu'aux étudiants. C'est la seule façon, espérons. Bon, on va clore malheureusement cette soirée du 8 mars. Je vous remercie tous et toutes d'être ici ce soir, d'avoir partagé ce moment avec nous, nos invités et le public et les gens sur Facebook. Et je pense qu'on n'est qu'au début de cette conversation sur cette thématique. Et donc, à la Cité de l'Architecture, associée à Paris 1, on va s'engager à continuer ça, pas simplement cette année, mais au moins pendant 1 an ou 2, parce que c'est vraiment un thème qui est important et on n'est qu'au début de cette réflexion. Donc, on vous invite déjà en avril à revenir, le 5 avril, pour rencontrer nos nouveaux invités qui auront des choses à dire et à compléter, mais c'est qu'un début. Autour de l'urgence, voilà.